ce que je vous propose, c'est d'enchaîner, de continuer. Alors, la semaine dernière, non, ça fait un mois. Le temps passe vite. Ce micro marche pas? Si? Ah ouais? Là, vous m'entendez mieux? Alors, je vais me rapprocher un peu plus. Hop. Moi, je suis pas habitué à ces micros fixes comme ça, je préfère avoir... Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Ouais, c'est bon? Allez, je vais essayer de pas trop bouger, donc. C'est pas dans mon habitude. Donc, pour ce cours, on va poursuivre le déroulé chronologique. Vous savez que la dernière fois, on s'est plutôt intéressé à cette question de l'exil et des migrations pendant la guerre en 1914 et 1918. Et là, nous allons nous intéresser à l'après-guerre, évidemment, et on va essayer, comme vous pouvez le voir au tableau, jusqu'en 1929, qui est évidemment une rupture importante, avec donc le krach boursier et la crise économique. Alors, c'est une dizaine d'années, c'est extrêmement dense. Alors, j'ai essayé d'être synthétique, mais vous allez avoir beaucoup d'informations quand même aujourd'hui, puisqu'il y a à la fois, je dirais, la question des réfugiés, ce qu'on appelle les réfugiés de la paix, et on va notamment parler des Russes blancs et des Arméniens. Et puis il y a des questions aussi d'immigration, je dirais migration plus économique, même si on verra que, comme aujourd'hui, les raisons d'émigration entre politique et économique sont souvent quand même mélangées, et qui concerne précisément la France. Et donc là, on a une arrivée quand même dans les années 20 importante de Polonais, d'Italiens, d'Espagnols aussi, puisqu'il y a déjà un régime autoritaire en Espagne qui n'est pas celui de Franco, on n'est pas dans les années 30, mais du général Primo de Rivera. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage-là. Et donc on a aussi, et en particulier évidemment dans notre département des Hautes-Pyrénées, une arrivée importante d'Espagnols dans ces années 20. Alors je propose de commencer. Alors peut-être commencer par un autre type de mobilisation, de mobilité de population avec les prisonniers de guerre. C'est un point important puisque, je vous l'avais dit la dernière fois, on a quand même, en étant dans les arrondis, un demi-million de prisonniers français pendant cette Première Guerre mondiale. Et de l'autre côté, évidemment, un demi-million d'Allemands, un petit peu moins, qu'il faut d'abord rapatrier. Et dans ce rapatriement des prisonniers de guerre à la fin du conflit, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va avoir un rôle important, qui s'appelle Fridtjof Nansen. Je vais y revenir tout à l'heure, je vais vous montrer son portrait. Et ce Nansen, il est très important parce que, après avoir été assez efficace dans ce rapatriement des prisonniers de guerre, on va lui demander une mission encore plus difficile, c'est de s'occuper des réfugiés, et des réfugiés russes et arméniens en particulier. Et donc c'est quelqu'un qui va avoir un rôle vraiment primordial pour la définition de ce qu'on peut appeler le droit international des réfugiés, qui commence à naître là dans ces années 1920. Alors, je passe pour cette première diapositive. Ici, je voulais insister aussi sur le fait, et c'est vrai pour tous les conflits, que tout, évidemment, ne s'arrête pas le 11 novembre 1918. C'est-à-dire que, premièrement, les combats ne s'arrêtent pas, on va le voir. Il y a des combats qui continuent. Il y a une guerre russo-polonaise, il y a une guerre civile russe, il y a une guerre gréco-turque. Donc les combats continuent après 1918. Et vous avez aussi bien des réfugiés qui ne parviennent pas à revenir chez eux tout de suite. Alors certains, en septembre 1918, déjà en France, parviennent à revenir dans leur région d'origine, dans le nord, dans les Ardennes, mais d'autres attendent des mois, attendent même des années. Et en 1926, vous avez encore 150 000 personnes qui sont parvenues chez eux, en France. Donc c'est quand même un problème qui s'étale vraiment sur la longueur. Et bon, d'un côté, il reste des réfugiés. Par contre, les institutions qui ont été créées, les services qui ont été créés pour leur venir en aide, elles, vont être supprimées assez vite.
C'est-à-dire qu'en 1921, vous n'avez plus déjà de service ministériel consacré aux réfugiés. Les allocations disparaissent aussi. Donc petit à petit, même si vous avez des gens qui sont encore dans la difficulté, ils vont finir par se débrouiller seuls. Ici, vous avez une petite diapositive qui concerne donc les archives départementales des Ardennes. Je reprends, oui, pour cette carte postale. C'est une carte postale qui est issue des archives départementales des Ardennes. Et vous voyez que dans l'urgence, un petit peu, on a construit des cabanes pour accueillir des réfugiés qui souhaitaient revenir dans les départements d'origine, mais en fait, leur domicile a été détruit. Donc en attendant qu'il y ait reconstruction, eh bien, ils attendent vous voyez, dans des habitats de fortune de ce type-là. Et alors il se trouve qu'au verso de la carte, là, c'est un petit enfant qui écrit, je crois, son ami, son copain Georges, et qui lui explique que pour l'instant il ne peut pas aller à l'école, parce qu'il n'y a pas de place, et qu'en attendant il coupe du bois. Vous voyez, les situations sont, pendant quelques mois quand même, restent un petit peu compliquées dans les années 20, 21, 22. Bien, j'avance, et alors là, je voulais vous montrer quand même cette carte pour vous signaler dans quel lieu on allait trouver le principal des mobilités, des déplacements de population après-guerre. Alors regardez ici, vous avez, alors là c'est un peu compliqué, mais je vais faire comme ça, vous m'entendez toujours? Oui. Alors voilà, ici vous avez donc cette zone qui est très importante, puisque on se rappelle qu'il y avait un empire austro-hongrois qui donc là disparaît, on a une Autriche, une Hongrie ici, mais vous aviez des Hongrois qui étaient dans cette zone-là, et donc ils vont devoir partir de Roumanie, 235 000 quand même, là, qui vont se déplacer de Roumanie vers la Hongrie. Voilà une première zone. Ensuite, je vais vous le montrer tout à l'heure avec une autre carte, vous avez toute cette zone là, entre la Pologne, l'Ukraine, la Russie, qui est encore la Russie, qui va devenir l'URSS bien sûr en 1922, où vous avez aussi d'importants mouvements de population. N'oublions pas aussi que ici, l'Alsace et la Moselle eh bien, sont redevenues françaises. Donc vous avez 140 000 à peu près personnes qui quittent la France pour venir en Allemagne. Après, j'y reviendrai, mais vous savez que vous avez l'occupation de la Sarre jusqu'en 1935. Une autre zone de déplacement de population très importante, j'y reviendrai ici, c'est ce qu'on appelle l'échange de population gréco-turque. C'est-à-dire que dans le contexte de la guerre gréco-turque de 1919-1922, ce sont les Turcs qui vont l'emporter, avec à leur tête un certain Mustafa Kemal, Atatürk, et cela va en fait imposer une migration importante de 1,5 million de Grecs qui vont devoir quitter ici, notamment la Cilicie, et rejoindre la Grèce, tandis que dans l'autre sens, vous avez 400 000 à 500 000 Turcs qui partent donc de Grèce et qui rejoignent la Turquie. Il faut savoir que ce sont des déplacements de population encore plus massifs si vous remontez à 1912. Si vous remontez à 1912, c'est environ 4 millions de Turcs qui quittent en fait la Grèce, les Balkans, pour rejoindre donc ce qui était encore l'Empire ottoman et qui va devenir la Turquie. Et donc là, il y a vraiment des déplacements de population très importants qui obéissent, si vous voulez, au fameux principe des nationalités. Alors il y a un professeur de droit là, de Paris qui s'appelle Georges Selle qui dénonce ici une forme d'extrémisme dans la théorie des nationalités, et il indique déjà qu'à force de vouloir homogénéiser les populations, au bout d'un moment ça va poser un certain nombre de difficultés, ça en pose déjà, mais bon, on va dire qu'il a été quand même, de ce point de vue, assez lucide sur la suite de l'histoire. Bien, évidemment, on discutera un petit peu de cette Arménie qui est créée avec le traité de Sèvres de 1920 et qui ne va pas durer très longtemps, comme vous le savez, puisque d'un côté, il n'y aura pas d'Arménie concédée par les Turcs à la suite du traité de Lausanne de 1923, et de l'autre, cette Arménie qui avait été créée donc par-delà le Caucase, eh bien, devient une république soviétique. Et donc les Arméniens,
qui, pour une partie d'entre eux, s'étaient réfugiés ici, vont partir à nouveau. Donc là, on verra qu'il y a un certain nombre de ces Arméniens qui vont arriver en France. Ça va s'échelonner entre 1923 et 1928 à peu près. Bon, voilà pour les zones un petit peu de déplacement. Et là, je ferai un zoom ici aussi, vous savez, sur l'Italie, les fameuses terres irrédentes que les Italiens ont voulu donc récupérer. Vous connaissez peut-être la fameuse épopée de Gabriele D'Annunzio, du côté de Fiume. Et puis après, on a évidemment des territoires quand même du Trentène, du Frioul qui sont rendus aux Italiens. Et cela entraîne là aussi des déplacements de population d'Autrichiens qui reviennent donc vers le cœur de l'Autriche. Donc voilà un petit peu les zones, ça en fait quand même beaucoup. Et on estime, enfin c'est la Croix-Rouge internationale qui estime que entre 1920 et 1925, on a environ 10 millions de personnes qui sont en déplacement. Alors, à l'époque, il n'y a pas vraiment de distinction, vous savez, entre réfugiés et déplacés, c'est-à-dire les personnes qui traversent des frontières. Mais enfin, ils estimaient à l'époque que 10 millions de personnes étaient loin de leur domicile, éloignées de leur domicile, et essayaient de retrouver un lieu où s'enraciner. Bien, voilà pour cette carte. Alors, ici, vous avez justement la situation donc, en Italie, avec vous voyez, les terres qui ont été récupérées, celles qui sont toujours revendiquées. À noter qu'évidemment, vous savez que le Parti national fasciste sera créé en 1921, ça fera partie des arguments de Mussolini pour arriver au pouvoir, en disant que finalement la victoire avait été mutilée, et que tout ce qui avait été promis par les Anglais, les Français notamment, n'avait pas été obtenu. Bon, là c'est une zone où il va y avoir des déplacements de population donc vers l'Autriche notamment. Autre zone où je voudrais faire un petit focus, vous voyez, c'est ici, au niveau donc, de la Russie qui deviendra donc l'URSS en 1922, avec effectivement deux conflits qui vont entraîner des mouvements de population, la guerre russo-polonaise et bien sûr la guerre civile russe. À noter quand même qu'il y a des États aussi qui se créent après la Première Guerre mondiale, la Finlande, l'Estonie, Lettonie, Lituanie, la Pologne, enfin les Polonais retrouvent un État, et donc là aussi des mouvements importants de population dans cette zone. Ici c'est un peu plus détaillé, vous voyez avec, suivant donc les offensives polonaises et les offensives bolcheviques. À noter d'ailleurs la situation ici de ce qu'on appelle, vous l'avez tout en bas, la Galicie orientale, qui est un territoire qui a été très très longtemps disputé, qui se trouve entre la Pologne et l'Ukraine. Et là, ça sera une vraie difficulté, je vous en reparlerai, pour les personnes qui vont partir de ces territoires. Parce que une partie des populations qui vont quitter l'URSS à partir de 1922, ou qui ont quitté la Russie avant 1922, vont devenir des apatrides. Et donc il va arriver un moment quand même où il va falloir leur donner des papiers. Alors vous allez voir quel type de papier il s'agit, mais après sur le papier on ne sait pas comment les désigner. Ex-russe, ukrainien ex-russe, d'origine ukrainienne, ukrainien d'origine soviétique, enfin il y aura des catégorisations qui seront très difficiles en fait à fixer. Ça vaut pour les Russes et les Ukrainiens, mais ça vaut aussi pour les Arméniens. On ne va pas savoir non plus comment les désigner. Est-ce que ce sont des Turcs? Est-ce que ce sont des Ottomans? Est-ce que ce sont des Arméniens? En fait, il y a un problème, si vous voulez, qui se pose, c'est que pour ces personnes qui vont être dénaturalisées, à qui on va enlever la nationalité, pour les uns la nationalité russe, pour les autres la nationalité turque, en fait, on ne sait pas faire à l'époque, avec ce qu'on appelle cette désappartenance stato-nationale, donc il va falloir inventer quelque chose. Et ce quelque chose, vous allez voir, va beaucoup dépendre de l'apport donc de Fridtjof Nansen. Bien sûr, il faut parler ici de la situation donc en Turquie, avec, je dirais deux temps, un début de conflit entre les Turcs ou les Grecs où la situation est relativement équilibrée, puis les Turcs finissent par remporter
différentes victoires. Il y a, vous le savez sans doute, un massacre à Smyrne qui est resté dans les mémoires. Et évidemment, cette victoire qui s'affirme quand même à la fin de 1922, début 1923, va entraîner là, des mouvements de population importants de Grecs vers leur pays d'origine. Alors quand je dis leur pays d'origine, il y en a qui l'avaient quitté il y a 60, 80 ou 100 ans, mais enfin, il y a ce retour. Et alors, il faut voir que dans les témoignages, ce retour n'est pas si simple. C'est-à-dire que quand les Grecs qui ont vécu dans ces territoires turcs reviennent en Grèce, ils ne sont pas considérés comme des vrais Grecs. Et on les considère, alors l'une des appellations qui est utilisée par exemple, ce sont des graines de Turcs. Hein. Donc là, c'est typiquement les populations qui sont déplacées et qui en fait, on en a vu d'autres, hein, sont jamais vraiment chez elles. C'est-à-dire qu'en Turquie, c'est non, mais en Grèce, quand ils reviennent, c'est non aussi. Bon, je poursuis. Alors là, oui, je voulais un peu élargir la focale ici. Bon, vous avez à nouveau la situation de Smyrne ou de la Thrace, mais il faut regarder aussi au sud. Parce qu'au sud, il y a quelque chose d'important qui va se passer sur ce territoire. Vous savez que l'Empire ottoman est démantelé avec le traité de Sèvres de 1920, et les territoires qui appartenaient à l'Empire ottoman au Proche-Orient, Syrie, Liban, une partie de l'Irak, la Palestine, reviennent en mandat à la France et à l'Angleterre. C'est ce qu'on appelle les mandats de la SDN. Alors, vous avez là un petit peu le découpage. Vous voyez que c'est en bleu, je ne sais pas comment ça sort, en bleu grisé, oui, ça sort quand même assez bien là. Au tableau, vous voyez donc la Syrie et le Liban reviennent à la France, et puis la Palestine, ce qu'on appelle à l'époque la Transjordanie, et l'Irak donc reviennent à l'Angleterre. Il faut savoir que dans ces territoires-là, vous avez une bonne partie des réfugiés arméniens qui s'y trouvent. Je rappelle quand même qu'il y a eu donc le génocide perpétré par les Turcs, qui fait entre 1,2 et 1,5 million de victimes sur 2,4 millions d'Arméniens. C'est-à-dire qu'il n'en reste pas beaucoup d'Arméniens dans la zone, entre 600 et 800 000 selon les estimations. Et ils vont vivre assez longtemps dans des camps qui se situent donc en Syrie, au Liban, même au nord de la Palestine. Alors pourquoi ils restent dans ces camps assez longtemps? Parce qu'ils ont un espoir. Je vous rappelle que le génocide a été perpétré durant l'année 1915. Et on va dire que jusqu'en 1922-1923, jusqu'au traité donc, de Lausanne, ils ont l'espoir qu'une Arménie soit créée. Sauf que le traité de Lausanne, il y a celui de janvier 23, puis qui est confirmé par celui de juillet 1923, confirme qu'il n'y aura pas d'Arménie, confirme aussi d'ailleurs que les Turcs ne seront pas jugés pour le crime qu'on n'appelle pas encore un crime de génocide, puisque ça interviendra avec Raphaël Lemkin en 1944, mais en tout cas pour des massacres de masse. Donc pas de reconnaissance de ces massacres, pas d'État. Et regardez quand même quelque chose aussi, là ça sort en bleu, un bleu roi là, il n'y aura pas d'État kurde non plus. Parce que déjà, lors du traité de Sèvres de 1920, était prévu qu'un État kurde soit créé. Vous savez que l'État kurde, on en a parlé après la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, on en a parlé aussi après la lutte contre Daesh, où les Kurdes sont venus prêter main forte à la coalition qui est intervenue contre ce groupe terroriste. Et bon, il n'y a toujours pas d'État kurde. Juste un petit point sur l'Arménie et notamment sur la non-reconnaissance des massacres. Je voulais vous faire une petite citation que je dois retrouver. Je sais que je l'ai mise là. Voilà. Et vous avez un juriste, Charles Lebeau, qui dit ceci après donc le fait qu'il n'y aura pas d'Arménie, qu'il n'y aura pas de jugement. Il dit « Ce traité est une assurance d'impunité pour les massacres.
c'est en somme l'exaltation du crime. Une race entière, les Arméniens, a été systématiquement exterminée. Il le dit en 1924, il s'appuie sur des rapports notamment d'un représentant américain à Constantinople qui s'appelle Henry Morgenthau, qui va avoir un rôle quand même assez important, ce Morgenthau, dans la reconnaissance de ce qui s'est passé vis-à-vis des Arméniens. Et vous voyez, quand on voit les termes qui sont utilisés, bon, le mot race est utilisé à l'époque de manière commune, mais quand il dit les Arméniens ont été systématiquement exterminés, on retrouve ici déjà l'embryon de la définition de ce qu'est un génocide, hein, avec ce côté systématique du meurtre de masse. Bien, j'avance un petit peu. Je n'ai pas l'heure, vous me direz si... là, à quelle heure il est, voyons, on va voir où c'est qu'on en est. Il est la demi ? D'accord, très bien, merci. Alors, là, vous avez une carte qui est assez bien faite, assez synthétique, sur les mouvements de population. Alors, vous voyez bien qu'on a quand même, assez largement, des mouvements de population qui vont de l'Est vers l'Ouest. Et alors, nous avons les Polonais, nous avons des Russes, les Ukrainiens, nous avons bien sûr les Arméniens, les Grecs. Et regardez en termes de pays d'accueil, on s'aperçoit, et c'est une tendance aussi actuelle, que dans un premier temps, ce sont les pays voisins, hein, les pays frontaliers qui vont accueillir évidemment les réfugiés. Et par contre, vous voyez, par exemple pour la Bulgarie, c'est un pays qui va jouer pas mal quand même le rôle de pays de transit, hein, c'est-à-dire que les gens vont passer par la Bulgarie et puis après vont se déplacer vers l'Autriche, vers l'Allemagne, vers la France aussi. Quelques-uns vers les États-Unis, mais pas tant que ça, puisque les États-Unis, vous savez peut-être, vont créer des lois sur les quotas en 1921-1924. Et alors là, c'est intéressant aussi à savoir pour la suite, ces lois sur les quotas imposent que la proportion d'immigrés en 1921 ou 1924 corresponde à la proportion des immigrés 20 ans auparavant. C'est-à-dire qu'en fait, créer ces lois, c'est finalement favoriser la présence sur le territoire américain d'immigrants qui sont plutôt des Allemands, des Anglais, des Français, mais pas des Italiens, pas de Slaves, pas de population juive non plus d'Europe centrale. Et il y avait cette volonté quelque part de conserver, je ne sais pas comment, les proportions de la population états-unienne telle qu'elle était au début du XXe siècle. Et ça a une importance capitale pour la suite. Lorsque vous avez dans les années 30 des juifs d'Allemagne, d'Autriche qui veulent partir aux États-Unis, et c'est verrouillé du fait de ces lois sur les quotas. Et les Américains ne vont pas ouvrir davantage, hein. On en parlera avec la conférence d'Évian, notamment de 1938, ça va être fermé. Bon, pour ces années 20, vous voyez un petit peu la situation, avec les nationalités qui sont particulièrement concernées, donc en bas à gauche, là, et on retrouve bien sûr les Russes et les Arméniens notamment. Alors, ici, vous avez une photographie donc d'un groupe de réfugiés turcs à destination donc, de Constantinople. Et là, on est typiquement dans ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire les échanges de populations gréco-turques, des Grecs donc, qui quittent la Turquie, des Turcs qui quittent la Grèce et qui vont rentrer, alors toujours pareil, dans leur pays d'origine, entre guillemets. Cela se fait donc dans le courant des années 1922-1923. C'est des transferts de population vraiment massifs, hein. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup retenu dans l'histoire, mais qui est vraiment un phénomène très important à l'époque. Ici, eh bien, l'inverse, la population grecque de Smyrne, alors là on est quand même dans une situation vraiment d'urgence, il y a eu des massacres, il y a eu des incendies à Smyrne, et vous voyez qu'il y a toute une population qui tente de quitter la ville donc en 1922. Quelques mots rapides sur les réfugiés russes, j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure. Alors, peut-être
peut-être dire quand même deux choses sur le réfugié russe. D'abord des chiffres. Alors, lorsque, en 1900, au début des années 20, on parle des réfugiés russes, le chiffre de 2 millions est largement médiatisé, on le retrouve dans les journaux, à la radio. C'est un chiffre largement surestimé. On sait aujourd'hui qu'on serait plutôt sur 700 000 à 800 000 Russes qui auraient quitté donc la Russie, puis l'URSS à partir de 1922. Tous ne sont pas des Russes blancs aristocrates qui vont devenir chauffeurs de taxi à Paris. Ça, c'est aussi une image classique. Une bonne partie d'entre eux vont devenir des travailleurs industriels. Beaucoup, notamment, vont travailler chez Renault, à Billancourt, chez Citroën aussi. Et vous avez d'ailleurs un récit qui est intéressant là-dessus de Nina Berberova, qui était une écrivaine russe, qui a écrit notamment les chroniques de Billancourt. Et elle évoque cette vie russe donc, à Paris au début des années 20. Bon, il y a pas mal de livres qui ont été écrits sur cette immigration russe. Quand même, l'historienne française spécialiste, c'est Catherine Goussef. L'exil russe, la fabrique du réfugié apatride, vous l'avez au tableau. Elle aussi a corrigé un peu les estimations. On disait qu'en France, on avait reçu 250 000 Russes. Bon, elle a ramené les proportions plutôt autour de 70 000 à 80 000 Russes. Donc à peu près 10% du volume global des 700 000 à 800 000. Bien. Alors, voilà Fridtjof Nansen, 1922. Alors c'est vraiment un personnage romanesque. C'est quelqu'un qui, au début du XXe siècle, est un explorateur, un zoologue, et il a tenté de traverser l'Arctique et de rejoindre le pôle Nord. Au début du XXe siècle, il y a 2 ouvrages qu'il a rédigés suite à ses expéditions. Alors, il y en a un, je crois, qui s'appelle Extrême Nord. L'autre, c'est Dans la nuit et la glace. C'est quelqu'un qui était très populaire, un aventurier, là aussi, très médiatisé à l'époque. Et par contre, c'est quelqu'un qui va vraiment, on va dire, montrer une très grande efficacité en 1919, lorsqu'on va lui donner la mission de rapatrier les prisonniers de guerre, à tel point que, je crois que j'avais une photographie sur ces rapatriements, on va lui demander de s'occuper donc des réfugiés russes. Il va devenir, après la création de la SDN, la Société des Nations, donc en 1920, haut commissaire aux réfugiés russes. Il y a une conférence qui a lieu en 1921 pour essayer de trouver une solution concernant ces réfugiés russes. Alors honnêtement, il n'y a pas tellement de solutions apportées par les États, il n'y a aucun État qui dit « bon, ben moi je veux bien les accueillir », mais par contre, ce qui est décidé, c'est de créer un comité et de nommer quelqu'un pour s'en occuper. Et c'est donc ce fameux Fridtjof Nansen. Il va prendre cette mission très à cœur, mais dans un premier temps, lui, il va considérer que la meilleure solution pour ces réfugiés russes, c'est qu'ils reviennent en Russie, puis en URSS. Et puis, au fil du temps, et au fil, on va dire, des décrets soviétiques et qui deviennent de plus en plus sévères vis-à-vis de ces Russes blancs, il va abandonner cette idée et considérer que peut-être la meilleure solution, c'est que les Russes restent en France, en Allemagne ou dans les autres pays où ils se sont installés et trouvent un emploi et en fait s'enracinent dans le pays qu'ils ont atteint après leur départ de Russie ou du RSS. Ici, vous avez une photographie qui est assez touchante. C'est une famille russe qui est dans un extrême dénuement, comme vous pouvez le voir, qui a été photographiée par Nansen en 1921. Regardez la légende, famille de réfugiés ayant mangé le reste de leur nourriture, leur cheval et attendant la mort. Bon, il y a eu effectivement du côté des Russes, des Ukrainiens, des Arméniens, des situations dramatiques. Il y a eu d'ailleurs une mobilisation très forte de la Croix-Rouge internationale, mais aussi, c'est très important, des sociétés privées, philanthropiques. Alors vous avez notamment les Quakers, vous avez une organisation qui s'appelait Save the Children, vous avez le fameux YMCA,
Young Men Christian Association. Vous aviez aussi des organisations, on va dire, en France plus nationales, qui étaient le comité central pour les réfugiés russes, l'office central pour les réfugiés arméniens. Donc vous avez toutes ces organisations qui viennent en appui de la SDN pour s'occuper donc de ces situations dramatiques. À noter un petit point, vous voyez un timbre, avec quoi? Le portrait de Nansen. Parce qu'en fait, après la conférence de 1921 où il est nommé, en 1922 est créé un haut commissariat aux réfugiés. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a plus seulement les réfugiés russes qui sont pris en compte, mais évidemment il y en a d'autres, notamment les Arméniens. Et donc on crée en 1922 un haut commissariat aux réfugiés. Et là, on lui donne un petit budget à ce haut commissariat, et pour l'année, c'est 4000 livres. Donc c'est pas grand-chose. Du coup, lorsqu'il va y avoir la création la même année de ce qu'on appelle le passeport Nansen, je vais vous dire de quoi il s'agit, vous en avez un là qui est projeté, eh bien, pour que les réfugiés obtiennent ce passeport, il va falloir qu'ils payent. On va leur faire payer un timbre qu'il va falloir apposer sur le passeport pour l'authentifier. Alors, c'est pas très cher, de mémoire, je crois que c'était 7 francs de l'époque. Et ça permet de financer en partie le fameux haut commissariat donc créé en 1922. Ce certificat, alors là il y a passeport, mais en fait c'est plus un certificat d'identité de voyage. Il est créé pour la raison que je vous signalais tout à l'heure, c'est que vous avez une partie assez importante des réfugiés russes qui n'ont plus de papier. On leur a enlevé la nationalité russe. Le premier décret qui enlève la nationalité russe aux gens qui sont partis, c'est en décembre 1921. Et ce premier décret va être confirmé et aggravé en 1924 par un décret soviétique. Et donc là, ce sont des apatrides. En fait, la Russie bolchevique puis l'URSS ont créé des apatrides. La Turquie a fait de même en enlevant la nationalité turque aux survivants arméniens. Donc, les sans-papiers, là, il y a vraiment une question qui se pose au début des années 20. On ne sait pas faire au niveau des états d'accueil. Donc, il faut créer quelque chose, et ce quelque chose sera ce certificat d'identité de voyage qui permet donc de conférer une identité aux apatrides. Bon, après, ça ne donne pas beaucoup de droits. Ça permet d'identifier les personnes, mais après, il n'y a pas trop de protection juridique ou d'aides financières qui sont allouées. Il y a des petites aides financières qui sont proposées par la SDN ou bien par les organisations caritatives, et cela reste quand même assez modeste. L'idée est quand même que ces réfugiés parviennent à subvenir à leurs besoins. Et donc il y a assez vite une volonté de les mettre au travail. Et d'ailleurs, les États concernés, en particulier la France, sont plutôt satisfaits de voir arriver cette main-d'œuvre. Parce qu'on est dans l'après-guerre, vous savez qu'il y a eu 1 400 000 soldats français qui sont morts, il y a un besoin de main-d'œuvre. Et vous allez voir que jusqu'aux années, alors ça commence à se tendre même avant 29, mais jusqu'en 25-26, on accueille très favorablement cette main-d'œuvre pour reconstruire le pays et aussi pour relancer l'agriculture, qui était le secteur où il y avait vraiment un manque. Évidemment, vous le savez sans doute, dans cette migration russe d'après-guerre et post-révolution bolchevique, il y a quand même quelques célébrités qui sont passées par la France et parfois qui sont restées. Là, vous avez un petit dossier sur Vladimir Nabokov. On peut signaler aussi le prince Yusupov. Bon, je parlais de Nina Berberova tout à l'heure. Igor Stravinsky, Serge Prokofiev, qui reviendra en URSS après, au début des années 30. Et puis après, vous avez un certain Lev Tarasov aussi qui vient en France. Alors, je ne sais pas si vous connaissez son identité postérieure.
C'est un écrivain très connu qui a commencé à publier, à faire paraître des livres plutôt dans les années 30. Il s'agit d'Henri Troyat, hein, Lev Tarasov. Voilà. Bon, voilà un mot. Alors, par contre, évidemment, je vous ai indiqué toutes ces célébrités, mais c'est vraiment en fait la marge. C'est-à-dire qu'après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une population ouvrière qui va quand même beaucoup se concentrer sur Paris, mais il va y avoir aussi une présence russe assez forte dans la vallée du Rhône. Et vous en avez qui vont travailler dans la pétrochimie, par exemple, dans la solerie artificielle, la fabrique de la soie artificielle. Bon, voilà, il va y avoir quand même cette concentration plutôt dans les grandes métropoles. Ah, mais bon, vous savez que j'aime bien aller du national à l'international au local. Des Russes, il y en a aussi dans les Hautes-Pyrénées qui arrivent. Et donc là, vous avez un exemple intéressant. Il s'agit de Yuri Ungern Sternberg. Alors, j'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé ces certificats et des informations sur ce personnage, à la fois aux archives départementales et puis dans les archives de l'OFPRA. Là, si ça vous intéresse, il y a vraiment une mine d'informations aux archives de l'OFPRA. Elles sont de plus en plus numérisées. Et donc, on va dire, entre les années 30 et le début des années 50, là, sur les Arméniens, les Russes, alors les Espagnols pas encore, mais ça devrait venir, vous avez accès, alors il faut faire une demande, mais c'est très facilement accepté, et vous avez accès à des milliers de dossiers numérisés. Donc c'est très intéressant parce que ça permet de croiser les informations que vous avez retrouvées au niveau local, les archives départementales, et des éléments nationaux de l'OFPRA. Bon, je reviens sur Yuri Ungern Sternberg, il va franciser son prénom, il va se faire appeler Georges, et c'est quelqu'un, c'est intéressant, dans son certificat d'identité de voyage, c'est donc son passeport Nansen que vous avez là, il est indiqué qu'il est né donc à Petrograd, c'est-à-dire à Saint-Pétersbourg, en Russie, mais en faisant des recherches, je me suis aperçu que il était en fait né, alors en plus il y a une erreur sur l'année, c'est en 1902, là vous voyez c'est en 1903, et en fait il est né à Sofievka de l'époque, qui est devenue Trochenbrod, c'est-à-dire c'est une ville ukrainienne. Et alors je me suis dit, mais pourquoi alors, des fois il y a des erreurs de traduction, hein, ça peut arriver, mais enfin là quand même... et donc je me dis, mais pourquoi il a voulu mettre comme ça qu'il était né à Saint-Pétersbourg au lieu... Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, on n'est pas encore du tout dans le système, si vous voulez, de reconnaissance du statut de réfugié selon le statut de 51. Vous savez que selon le statut de 51, il faut prouver qu'il y a eu une persécution individuelle pour obtenir le droit d'asile, pour obtenir le statut de réfugié. Là, à l'époque, si vous arrivez d'une manière ou d'une autre à prouver que vous êtes russe, vous êtes considéré comme réfugié. En fait, c'est quelque part une attribution collective. Vous êtes d'origine arménienne, vous avez subi, alors on n'appelle pas ça encore le génocide, mais un massacre de masse, vous êtes réfugié. Et donc, peut-être que Ungern Sternberg s'est dit, il vaut mieux que je sois russe que ukrainien, et donc je vais peut-être donner cette date de naissance à Petrograd. En tous les cas, c'est quelqu'un, bon, vous le voyez, qui est assez jeune, qui a une vingtaine d'années, là, donc en 1922-23. C'est quelqu'un qui a demandé son certificat d'identité de voyage en Bulgarie, qui ensuite est venu en France et dans les Hautes-Pyrénées. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est le château d'Ourout, hein, c'est marqué Argelès-Gazost. Il va s'installer là, il va bénéficier d'une bourse étudiante fourni par une organisation d'un professeur américain qui s'appelait le professeur Whitemore. Et donc, il va travailler, il va étudier. Et là, ce qui est intéressant, comment j'ai pu retrouver sa trace, c'est qu'en fait, on est en 1927 et il demande le renouvellement de ce certificat justement d'identité de voyage qu'il avait obtenu donc en Bulgarie. Et il y a un point, bon, c'est un peu technique, mais il y a un point intéressant, c'est qu'il demande ce renouvellement pour pouvoir justement repartir en Bulgarie.
Et il se trouve qu'il aurait fait cette demande un an avant, c'est-à-dire en 26, il n'aurait pas pu. Parce que c'est en 1926 qu'on a décidé d'autoriser les personnes qui avaient obtenu donc un certificat Nansen dans un pays donné, bon là c'est la Bulgarie, à pouvoir revenir dans ce pays. Avant, ce n'était pas autorisé. C'est presque l'inverse du système de Dublin du début du XXIe siècle. Bon, donc, dire aussi, regardez que le certificat est rédigé en français, alors qu'il a été en français et en bulgare, alors qu'il a été distribué en Bulgarie. Le français était encore une langue internationale, largement internationale à ce moment-là. Et bon, vous signalez aussi peut-être, bon, ça c'est pour l'anecdote, que ce Ungern Stern, puisqu'il avait un cousin qui était un combattant du côté de la Russie blanche assez forcené, il a été surnommé le baron fou. Donc il a dû quitter évidemment la Russie puis l'URSS. Il s'est réfugié en Mongolie, où il est devenu là aussi un guerrier très respecté. Et il a été tué à Novosibirsk et les circonstances sont douteuses. On ne sait pas trop qui est à l'origine de ce meurtre. C'est étrange ce que vous dites parce oui. que la comtesse de Ruth, oui. à ses obsèques, a voulu de la musique russe et j'ai appris qu'elle était d'origine russe. Ah, donc il doit y avoir peut-être, c'est à creuser, un rapport là. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été accueilli dans ce château. Ouais. Ah, merci. On va continuer les recherches. Il y a le fils, parce qu'elle est morte. Ouais. Le fils de... D'accord. Merci. Non, parce que je me demandais pourquoi il y avait tant de musique russe. Ah ouais. Et on m'a dit, mais elle est d'origine russe. Il doit y avoir un lien. Ici, donc, je reviens un petit peu sur la situation des Arméniens. Ça décline encore ce que je vous signalais tout à l'heure sur leur présence dans les mandats français et anglais de la SDN avec des camps qui... alors oui, c'est encore appelé camp de concentration, mais c'est l'appellation qu'on avait pendant la guerre 14-18 aussi, hein, rappelez-vous, pour accueillir les réfugiés. Et là, comme je vous l'ai dit, il va arriver un moment où les Arméniens vont comprendre qu'il ne sert à rien de stationner dans ces camps en attendant une éventuelle création d'une République d'Arménie indépendante. Et donc, ils vont après... Alors, certains vont rester dans ces territoires-là, syriens ou libanais, mais d'autres vont rejoindre donc la France, l'Allemagne, certains les États-Unis, dans les années 20. Alors, justement, ici, vous avez l'arrivée des Arméniens en France. Alors, vous le savez sans doute, 95% des Arméniens, lorsqu'ils sont arrivés en France, ils sont arrivés à Marseille. Et cela a pu créer un certain nombre de tensions. Vous avez un texte, alors je vais rapidement le lire, on a le temps. Ils ont été accueillis dans des conditions un petit peu difficiles quand même au départ. Ils sont à peu près 60 000 arrivés donc sur 5 ans. Marseille compte 700 000 habitants à peu près à l'époque. Vous voyez qu'ils vont être en fait accueillis dans des camps et dans des baraquements issus de la Première Guerre mondiale, et notamment dans le camp Odo, qui est dans le nord-est, est de la ville. Et bon, là, on va essayer de créer des écoles, on va essayer de subvenir aux besoins primaires, mais enfin, la situation va être quand même difficile pendant plusieurs mois, pour certaines familles, pendant plusieurs années. Leur arrivée va générer, comme je vous l'ai dit, des réactions parfois de rejet et parfois étonnantes avec le recul, puisque là, vous avez un texte d'un maire de Marseille qui est socialiste, qui s'appelle Siméon Fessière, qui était un médecin des pauvres avant d'être élu. Et vous voyez ce qu'il dit donc, concernant l'arrivée des Arméniens, on est en 1923. Depuis quelque temps se produit vers la France par Marseille un redoutable courant d'immigration des peuples d'Orient, notamment des Arméniens. Ces malheureux assurent qu'ils ont tout à redouter des Turcs. Au bénéfice de cette affirmation, hommes, femmes, enfants, au nombre de plus de 3000, se sont déjà abattus sur les quais de notre grand port. Après l'Albano et le Caucase, d'autres navires vont suivre et l'on annonce que 40 000 de ces hôtes sont en route vers nous.
Ce qui revient à dire que la variole, le typhus et la peste se dirigent vers nous. S'ils n'y sont pas déjà un germe pullulant depuis l'arrivée des premiers de ces immigrants dénués de tout, réfractaires aux mœurs occidentales, rebelles à toute mesure d'hygiène, immobilisés dans leur indolence résignée, passive, ancestrale. Des mesures exceptionnelles s'imposent et elles ne dépendent pas des pouvoirs locaux. La population de Marseille réclame du gouvernement qu'il interdise vigoureusement l'entrée des ports français à ces immigrés et qu'il rapatrie sans délai ces lamentables troupeaux humains. Gros danger public pour le pays tout entier. Bon, je voulais quand même vous le lire parce que ça permet aussi une chose, c'est que souvent on a une image, et vous le verrez la prochaine séance, une image des années 30, bon, qui est assez véridique aussi, mais très xénophobe, y compris en France, hein, on le verra, xénophobe, antisémite, etc. Et du coup, on a pu parfois considérer que les années 20 étaient beaucoup plus ouvertes, et puis quand on lit ce genre de texte, et puis si j'ai le temps, je vous en lirai un autre tout à l'heure, qui concerne la loi sur la nationalité de 1927, bon, on nuance un peu le propos entre les deux décennies. Bien, évidemment, du côté des Arméniens, on a aussi quelques connaissances. Regardez cette belle photo de Misak Manouchian, panthéonisé, donc c'est l'année dernière qu'il a été panthéonisé, si je me souviens bien, et qui a donc fait partie aussi de tous ces Arméniens qui sont arrivés dans les années 20, qui est arrivé avec son frère, qu'il a perdu ensuite dans les années 30. Et puis ensuite, vous avez un certain, regardez, Akod Malakian, qui est arrivé aussi avec les Arméniens. Alors Akod Malakian, est-ce que vous savez de quelle famille il s'agit? En fait, Akod Malakian, c'est le père de quelqu'un qui se fera appeler par la suite Henri Verneuil. Henri Verneuil est d'origine arménienne. Dans son témoignage, Henri Verneuil, témoignage évidemment plus tardif, explique les difficultés des premiers mois à Marseille. Il vivait, je crois, à 5 dans une pièce. Après, son père a trouvé du travail. Alors, beaucoup d'Arméniens qui ont travaillé dans la raffinerie de sucre qui s'appelait, ça y est, la marque m'échappe, sur les docks à Marseille, Saint-Louis. La raffinerie de sucre Saint-Louis, voilà, à Marseille. Du travail dans les docks aussi, bien sûr. Voilà. Alors après, ce qu'il faut savoir pour les Arméniens, c'est qu'évidemment, dans un premier temps, ils sont concentrés sur Marseille, ils vivent dans les camps, petit à petit ils travaillent, ils commencent donc à trouver des logements plus décents, et puis à quitter Marseille, à remonter la vallée du Rhône, à travailler par exemple du côté de Vienne ou de Valence, et puis ensuite Lyon. Après, il y en a qui s'installeront à Paris. J'en ai trouvé aussi quelques-uns, je ne sais pas si j'en ai mis dans le diaporama, si voilà, j'en ai trouvé quelques-uns quand même dans les Hautes-Pyrénées. Alors, voilà, Karakine ou Kerachine, j'ai trouvé les deux orthographes andonians, qui est arrivé aussi dans les années 20, et qui va connaître un parcours aussi, je dirais, presque classique, d'abord à Marseille, et puis après, il va travailler dans différents lieux en France, jusqu'à arriver en 1944 dans les Hautes-Pyrénées, hébergé donc par une connaissance. Et donc on retrouve aussi bien dans les archives départementales des Hautes-Pyrénées qu'à l'OFPRA des éléments sur son parcours sur une vingtaine d'années. Bien. Alors ici, quelques mots, je vous dis que je voulais insister un petit peu là-dessus, sur la question du droit international des réfugiés pendant les années 20. Alors il y a un cadre qu'il faut peut-être essayer de mémoriser, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure du Haut Commissariat donc aux réfugiés russes en 1921, qui devient le Haut Commissariat aux réfugiés tout court en 1922. Et il se trouve que vous allez avoir des conférences concernant les réfugiés tous les 2 ans. C'est facile à retenir, 22, 24, 26, 28. Et chacune de ces conférences va apporter quelque part une nouveauté concernant ce statut des réfugiés. Avant de vous parler de cela, je fais une petite parenthèse en vous disant que parallèlement à toutes ces conférences sur les réfugiés, il y a aussi des conférences concernant les passeports. Parce qu'en fait, avant 14, les passeports, ça n'existe pas.
Le passeport, c'est une invention de la guerre 14-18. Ainsi, à la fin de la guerre, il y a un certain nombre de dirigeants politiques, mais aussi de dirigeants syndicaux qui disent, bon, les passeports, c'était pour la guerre. Il n'y a plus de guerre. On supprime les passeports. C'est pas ce qui va se passer. Alors, vous devinez à peu près pourquoi. C'est-à-dire que dans chacun des pays, il y a plein de raisons qui font qu'on ne veut pas supprimer les passeports. Alors, par exemple, en France, on dit, il y a encore des Allemands en France, on ne sait pas quelle est leur position vis-à-vis de notre pays. On veut garder le droit de les expulser. D'ailleurs, il y en a qui se font expulser, pas mal, dans les années 18, 19, 20. On veut continuer à pouvoir contrôler les entrées. Et attention, là, il faut bien se dire qu'à ce moment-là, pour quitter un pays, il vous faut à la fois le visa d'entrée dans l'autre pays, mais il vous faut aussi le visa de sortie de France. Donc ça fait des démarches qui sont quand même importantes. Et en fait, bon, disons qu'il y a certains ministères qui seraient plus favorables à la suppression des passeports. Alors vous avez notamment le ministère du Travail, le ministère de l'Agriculture, qui aimerait que la main-d'œuvre circule plus facilement. Même le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, ça paraît contradictoire, mais souhaiterait que les passeports soient supprimés pour essayer de fluidifier un peu les relations avec un certain nombre de pays étrangers. Par contre, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, passeport, passeport, passeport. Au final, ces passeports ne sont pas supprimés. Et là, alors je ne sais pas si vous connaissez ce texte, quand je suis tombé dessus, j'ai trouvé très beau. Vous avez un certain Stéphane Zweig, qui parle de ses passeports dans un de ses tout derniers écrits. Et vous savez qu'il s'est suicidé au Brésil en 1942. Stéphane Zweig, c'est quelqu'un qui est né à Vienne, en 1881. C'est quelqu'un qui, dans les années 30, s'est exilé. Il est passé par l'Angleterre, par les États-Unis, puis il a fini donc au Brésil. Et il écrit de ses derniers textes qui s'intitule, c'est vraiment un très bel ouvrage, Dans le monde d'hier, souvenir d'un Européen. Le monde d'hier, souvenir d'un Européen. Il écrit ceci. Rien peut-être ne rend plus sensible le formidable recul qu'a subi le monde depuis la Première Guerre mondiale, que les restrictions apportées à la liberté de mouvement des hommes, et de façon générale à leurs droits. Avant 1914, la terre avait appartenu à tous les hommes. Chacun allait où il voulait et y demeurait aussi longtemps qu'il lui plaisait. Il n'y avait pas de permis, pas de visa, pas de mesures tracassières. Ces mêmes frontières qui, avec leurs douaniers, leurs polices, leurs postes de gendarmerie, sont transformées en obstacles, ne représentaient rien que des lignes symboliques qu'on traversait avec autant d'insouciance que le méridien de Greenwich. Alors, il exagère un peu, parce qu'avant 14, il y avait déjà, on l'avait vu l'année dernière, un certain nombre de contrôles, mais c'est vrai qu'il y a eu un renforcement pendant la guerre qui est resté. Et rappelez-vous, pour ce qui est des cartes d'identité, c'est quelque chose aussi qui a été créé une première fois pendant ce conflit. Alors, pendant les années 20, la carte d'identité de Français ne va pas s'imposer, mais c'est lors de la guerre suivante que la carte d'identité de Français va s'imposer. Par contre, il y a une carte d'identité qui s'est imposée pendant la Première Guerre mondiale, c'est la carte d'identité des étrangers. Et vous allez voir, celle-là donc s'est prolongée largement dans les années 20. Bien, je referme la parenthèse qui est un peu longue et je reviens donc sur ces conférences. Alors, ces conférences sont appelées, avec les termes de l'époque, des arrangements. C'est des arrangements entre les États, bon, essentiellement les États d'Europe occidentale, plus les États-Unis, pour aller vite. Et je les prends donc les unes après les autres, rappelez-vous, c'est 2 par 2. Donc 1922. Alors 1922, qu'est-ce qui est décidé? Il est décidé donc que ce Haut Commissariat aux réfugiés se chargerait, en association avec quelque chose dont je vais vous reparler, qui est le Bureau international du travail, c'est-à-dire le secrétariat de l'Organisation internationale du travail, de s'occuper à la fois sur le plan juridique, mais aussi sur le plan des aides,
des réfugiés donc, qui se trouvent en Europe. Cette organisation est, comme je vous l'ai dit, largement appuyée par des organisations caritatives privées, donc les Quakers et autres. Ensuite, vous avez donc en 1924 un autre arrangement qui concerne un peu plus de pays. En 22, c'était que 16 pays. Là, en 24, c'est déjà 38, c'est un peu plus. Et donc, en 1924, changement très important, on accorde la possibilité de détenir un certificat Nansen, un passeport Nansen, non seulement aux Russes, c'était le cas depuis 22, mais aussi aux Arméniens. C'est en 24 qu'on donne la possibilité aux Arméniens d'obtenir ce fameux passeport, entre guillemets, Nansen. Ensuite, en 1926, la principale décision, je vous l'ai indiqué, c'est on donne aux personnes qui ont obtenu ces certificats Nansen la possibilité de retourner dans le pays qui leur a octroyé ce certificat. Et puis, en 1928, il y a à nouveau un changement important à signaler, c'est qu'on va délivrer ce certificat Nansen aux Assyro-Chaldéens, troisième catégorie qui peut disposer de ce certificat. Les Assyro-Chaldéens, c'est ce que l'on va appeler aujourd'hui les chrétiens d'Orient, qui eux aussi ont subi des massacres du fait des Ottomans, à la même période que les Arméniens, et on estime aujourd'hui 200 000 à 250 000 morts. Donc là, vous avez assez vite 20 000 Assyro-Chaldéens, entre 28 et 30, qui vont obtenir ce certificat Nansen. Alors, on pourrait continuer, il y en a une en 1933 qui, cette fois-ci, donne la possibilité aux Géorgiens d'avoir ce certificat, mais les années 30, c'est pour la fois prochaine. Donc, je m'arrête là, et je vous signale par contre que vous avez en parallèle de ces arrangements diplomatiques des conférences, et notamment des organisations comme l'Institut de droit international, l'Académie diplomatique internationale, qui essayent de réfléchir au statut juridique de ces personnes qui ont été arrachées donc, de leur état d'origine. Et alors, je voulais vous signaler notamment, je ne vais pas là, ici tout vous lire, mais la personnalité d'André Mandelstam, qui fait partie de cet Institut de droit international et qui va être une des chevilles ouvrières de la Déclaration des droits internationaux de l'homme, 1929, qui donc préfigure la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, dans cet institut de droit international, vous avez pas mal de réfugiés russes. André Mandelstam est un réfugié russe d'origine juive, et c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir au statut de protection des personnes qui demandent d'asile. Et lui est vraiment, si vous voulez, favorable à une vision universaliste. Il trouve que cette définition du droit d'asile par origine et par nation, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, russe, arménien, etc., n'est pas idéale. Il commence déjà à préfigurer l'idée peut-être d'individualiser la question du refuge et ne pas le lier à la nationalité, vu que des gens se retrouvent dans la patridie. À noter aussi que c'est le premier qui va définir ce qu'on appelle le droit d'intervention d'humanité. C'est-à-dire que des États puissent intervenir dans un État tiers si on considère que les droits humains fondamentaux ne sont pas respectés. C'est le droit d'ingérence. André Mandelstam, il a peut-être cette vision avec cette hauteur, puisque c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, était d'origine russe, et qui a été drogman, c'est-à-dire traducteur à l'ambassade russe à Constantinople pendant la Première Guerre mondiale, donc pendant le génocide des Arméniens. Et donc c'est quelqu'un qui va comprendre assez vite ce qui est en train de se passer, qui va essayer d'y mettre des mots et qui va essayer évidemment par la suite de protéger les survivants de ce génocide. Bien, j'avance. Alors, parler un petit peu quand même de quelques exemples de migration donc, en France.
Et évidemment, on a une migration très importante d'Italiens dans les années 1920. Et par contre, ce que je voulais vous montrer, alors, pour les chiffres globaux, je vous en donne un qui est assez facile à retenir et qui donne quand même une idée. Vous aviez à peu près, en 1911, vous aviez 400 000 Italiens en France. En 1931, il y en a 800 000. Donc là, il y a eu une augmentation très très forte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du chiffre global, eh bien, la migration italienne, elle est très diversifiée sur le plan politique. Vous connaissez bien sûr l'histoire de ces années 20 en Italie. En 1921, vous avez la création du Parti national fasciste. En 1922, la marche sur Rome, donc Mussolini désigné président du Conseil. 1924, l'assassinat du député socialiste Matteotti, que Mussolini assume. Et puis derrière ce discours, vous avez la mise en place de ce qu'on appelle les lois fascistissimes, c'est-à-dire vraiment le tournant totalitaire du régime dans les années 26 à 28. Mais en France, vous avez ce qu'on appelle les furociti, c'est-à-dire des gens qui parfois étaient enfermés dans les îles, notamment dans les îles Lipari, où il y avait des camps qui ont réussi à s'en échapper. Pensez, peut-être que j'en dirai un mot, mais les frères Rosselli, qui vont être assassinés plus tard, Emilio Lussu, Camillo Berneri, et puis vous avez aussi Luigi Campolonghi, que vous avez ici en photographie. Ce sont des gens donc, anarchistes, socialistes, communistes qui ont quitté l'Italie. Mais il y a des fascistes aussi en France. Il y a des fascistes italiens en France, puisque vous avez dans les grandes villes, ces diplomates, c'est les diplomates de Mussolini. Vous avez des grands journaux et des correspondants de grands journaux. Donc vous avez aussi en France vous voyez, c'est marqué en bas, des fascios qui sont créés. Alors, dites-vous qu'il y en a à Paris, à Lyon, à Marseille, de ces faisceaux italiens donc, qui sont sous le contrôle de Mussolini, mais il y en a même dans les campagnes, ou aussi en Lorraine, vous aviez une proportion d'Italiens qui était importante. Donc, autant vous dire que dans les lieux de travail, que ce soit agricole ou industriel, lorsque les fascistes et les antifascistes se rencontraient, ça donnait quelques étincelles. Du côté de la France, on est dans une situation qui ressemble un peu, j'ai trouvé, à la situation qui sera celle de la France lorsque Franco va prendre le pouvoir, c'est-à-dire que l'Italie fait partie de la SDN. L'Italie fait partie des vainqueurs. Donc on essaye de conserver une forme de neutralité, on essaye de se montrer ni trop favorable aux fascistes présents en France, ni trop favorable aux socialistes, anarchistes, communistes italiens présents en France, dont certains, et ça j'ai pu le retrouver dans les archives, prévoient d'assassiner Mussolini. Et donc il y a des documents qui émanent du ministère de l'Intérieur qui disent de bien surveiller telle ou telle personne ou tel ou tel groupe de manière à ce qu'ils n'attentent pas à la vie de Mussolini. Et donc il y a une situation politique qui est compliquée. Juste un mot rapide peut-être sur Campolonghi. C'est quelqu'un qui est, pour donner un exemple de parcours quand même d'italien, c'est quelqu'un qui est né dans les années 1870, socialiste, qui est expulsé d'Italie à la fin des années 1890 pour son activisme. Il arrive en France. En France, il continue à être très actif. Il participe même à une grève de dockers à Marseille. Il est expulsé de France et il se retrouve en Espagne. Et en Espagne, il rencontre quelqu'un qui est un pédagogue anarchiste catalan bien connu, qui a fini assassiné, qui s'appelle Francisco Ferrer, et qui ensuite, donc, en quittant l'Espagne, il revient en Italie, à Savone, où il va notamment diriger la Bourse du Travail. Et puis, il y a quelqu'un qui a travaillé en France pour qu'il puisse revenir et que son arrêté d'expulsion soit annulé, c'est un certain Jean Jaurès. Jean Jaurès arrive à faire revenir Campolonghi au début des années 10 et Luigi Campolonghi, il va quand même beaucoup travailler en 14, 15 pour que l'Italie change de camp pendant la guerre.
Vous savez que l'Italie était du côté des Allemands et des Austro-Hongrois au départ, et qu'ensuite il y a eu un changement de camp. Et bien, l'un des manouvriers de ce changement diplomatique, c'est lui. Alors la suite est intéressante, puisque c'est quand même lui qui, en France, va créer la Ligue italienne des droits de l'homme avec son épouse Ernesta Cassola en 1923. Et par la suite, il va devenir régisseur d'un établissement agricole près de Nérac, dans le Lot-et-Garonne. Et là, il va créer plusieurs organisations antifascistes, notamment la concentration antifasciste, et il va la créer avec quelqu'un, si vous avez lu quelques livres sur la résistance locale que vous allez certainement connaître, qui s'appelle Silvio Trentin. Et ce Silvio Trentin, c'était quelqu'un qui était professeur de droit à Venise, qui ensuite est devenu agriculteur en France, et puis après il a travaillé dans l'imprimerie à Auch, et puis après il a ouvert une librairie à Toulouse, et il est devenu le leader d'un groupe de résistance qui s'appelait Libéré et Fédéré 43. Et ensuite, il a voulu revenir en Italie pour participer à la libération du pays. Il est mort en 1944. Donc voilà, rapidement, quelques parcours d'Italie, en tout cas, connus. Ici, évidemment, les Espagnols. Alors les Espagnols qui quittent l'Espagne, et notamment le régime de Primo de Rivera. Je signale que, évidemment, pour les Hautes-Pyrénées, les Espagnols représentent la population étrangère la plus nombreuse dans les années 20. On est aux alentours de 6000 Espagnols présents dans les départements dans les années 1920. Les Italiens sont environ 1500. Mais attention, les Italiens sont plus nombreux dans des départements comme le Gers, où j'ai retrouvé des chiffres, là je vous montrerai les livres où je les ai retrouvés, mais 80% des fermiers et métayers dans les années 20 dans le Gers sont italiens. Et dans les départements du Tarn, du Lot, du Lot-et-Garonne, vous avez même 20 à 25% des propriétaires agricoles qui sont italiens. Et donc là, il y a effectivement, bon, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure aussi, la proportion d'étrangers en France qui croît très fortement à ce moment-là. Il y a aussi des Polonais qui arrivent en France à ce moment-là. Et les Polonais, il y a plusieurs conventions d'immigration qui sont signées, avec parfois des missions de recrutement directement sur place. La manière dont les Polonais sont recrutés, ça fait un peu penser dans les descriptions, quand il y avait des recrutements, vous voyez, dans les colonies au XIXe siècle. On regarde les dents, on regarde l'état de la peau, etc. Enfin, voilà, les gens sont sélectionnés pour venir travailler en France. Et attention, on atteint là aussi des proportions importantes, entre 400 000 et 500 000 à la fin des années 20. Dans un département comme le Nord-Pas-de-Calais, comme le Pas-de-Calais, pardon, vous avez 115 000 Polonais à la fin des années 20. Donc c'est quand même des chiffres qui sont très importants. Ils travaillent bien sûr dans les mines, dans l'industrie. Ici, tout à l'heure, je vous ai dit que parallèlement au travail de Fridtjof Nansen, du Haut Commissariat aux réfugiés, il y a l'Organisation internationale du travail, qui a un rôle très important dans le placement, ce qu'on appelle à l'époque le placement des réfugiés, c'est-à-dire les mettre au travail. Et vous voyez que vous avez un certain nombre de conventions donc, qui sont signées. Vous avez en France une commission interministérielle de l'immigration qui est créée. Et vous avez donc cet organisme international qui est dirigé par un Français qui s'appelle Albert Thomas, que vous avez ici, qui est l'ancien ministre de l'Armement, enfin qui a été ministre de l'Armement pendant la guerre 14-18. Et là, comme je vous dis tout à l'heure, il va y avoir une forme quand même de coordination entre l'Office Nansen, enfin, le Haut Commissariat aux réfugiés et le Bureau international du travail. C'est que vraiment vers 23-24, il va y avoir cette idée que les Russes et les Arméniens, ils ne reviendront pas dans leur territoire d'origine. Donc, il va falloir trouver des solutions localement pour leur trouver un emploi, qu'ils puissent s'intégrer, s'enraciner. Et à l'échelle internationale, ce Bureau international du travail va avoir un rôle fondamental pour pouvoir permettre donc
ces embauches. Bon, là vous avez différentes choses que je voulais vous signaler, c'est que en parallèle du besoin de main-d'œuvre très important que vous avez pour la France, il y a quand même une volonté de contrôle qui reste là, alors avec plusieurs objectifs, bien sûr, contrôle de l'arrivée des étrangers, mais aussi, je vous l'avais déjà dit pendant la guerre 14-18, on essaye de flécher en fait les travailleurs selon les secteurs, et évidemment sur le secteur on a le plus de besoins. Et en tout cas au début des années 20, c'est plutôt le secteur agricole. Je ne sais plus si vous vous rappelez, mais il y a des cartes de travailleurs qui ont des couleurs différentes selon s'ils sont dans l'agriculture ou dans l'industrie. Et il n'est pas, c'est pas impossible, mais il est difficile au niveau des démarches administratives, hein, lorsqu'on est rentré pour être travailleur agricole, d'être embauché comme travailleur industriel. Et donc là, il y a tout un arsenal de lois qui viennent renforcer cela, vous voyez, en 20, 22, 24, 25, concernant la carte d'identité des étrangers. Il y a quelque temps, on disait qu'en France, il y a eu, je ne sais plus combien, 30 lois d'immigration en 40 ans. Vous voyez qu'il y avait aussi beaucoup de lois concernant les étrangers dans les années 1920. Et regardez un premier basculement en 1926, vous n'avez plus une loi concernant la carte d'identité des étrangers, mais une loi visant à assurer la protection du marché du travail national. Et là déjà, on commence à voir poindre quelque chose qui va s'accentuer beaucoup après la crise de 29, c'est-à-dire des lois qui, quelque part, essaient de limiter l'embauche des étrangers au profit donc des travailleurs français. Je passe. Alors ici, je voulais, alors ça c'est un petit document que j'avais trouvé donc dans les archives départementales, et regardez, les choses sont assez claires sur les directives du ministère de l'Intérieur. Si un travailleur donc ne peut pas présenter sa carte d'identité de travailleur étranger, eh bien, ceux qui ne pourraient produire, c'est ce qui est en dessous, là, ce certificat ou dont la déclaration écrite serait par la suite reconnue mensongère, devront être refoulés immédiatement. Et donc là, à partir donc, de ces années 24-25, il y a déjà une forme de resserrement. Bon, là, c'est plus pour l'anecdote, mais forcément, quand des populations étrangères s'installent, elles arrivent avec leur langue, leur religion, leurs pratiques culturelles. Et concernant les Polonais, dans la France laïque, se pose la question de leur pratique religieuse, qui est très intense. Et il y a eu tout un tas d'articles dans les journaux sur ces curés polonais qui arrivaient donc avec la population polonaise. Et en fait, vous avez eu donc des décrets qui ont été publiés et où on explique que les curés polonais doivent être forcément subalternes des curés français. Ils sont aumôniers ou vicaires et c'est tout. Et ils ne peuvent pas avoir des paroisses pour eux-mêmes, ils vont seconder le curé français. On insiste aussi sur l'usage du français au maximum dans les prêches. Et là, je ne sais pas si j'avais mis un document là-dessus, mais il y a aussi des décrets qui sont publiés concernant l'enseignement du polonais. Parce que les Polonais, qui sont dans plusieurs centaines de milliers, revendiquent qu'il y ait des écoles polonaises, ou alors des cours, des classes polonaises. Et alors il va y avoir un compromis, et on va finalement permettre, notamment dans les départements où vous avez beaucoup de Polonais, qu'il y ait un enseignement de la langue polonaise qui vient s'ajouter à l'emploi du temps classique pour, quelque part, permettre à ces populations de continuer à pratiquer leur langue. À noter d'ailleurs que, concernant les Polonais, beaucoup d'entre eux, quand ils arrivent dans les années 20, ils ne veulent pas rester, ce n'est pas leur projet migratoire. C'est venir en France, travailler quelques années, accumuler un petit peu de revenus, et puis repartir en Pologne.
Et en fait, si on regarde un peu la trajectoire de pas mal de ces Polonais, c'est quelque part la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, puis après, évidemment, l'arrivée donc et l'hégémonie soviétique sur cette Europe centrale qui va faire que beaucoup de Polonais vont rester. Mais ce n'est pas leur idée au départ. Vous signalez donc il y a bien sûr des conventions migratoires aussi avec les Polonais. Vous avez aussi des Polonais, alors c'est parce que souvent l'image qu'on a c'est les Polonais dans les mines ou dans les industries de Lorraine, mais il y en a aussi dans les départements ruraux. Et alors là, il y a quelque chose qui est fait notamment par les propriétaires agricoles, c'est qu'ils vont embaucher parfois toute la famille, alors les enfants vont à l'école, mais les hommes, les femmes, et parfois ce sont les femmes qui sont plus embauchées que les hommes, parce qu'elles font autant de travail que les hommes, mais on les paye moins. Donc là, il y a ici un recrutement un peu spécifique. Bon, là, je reviens sur des documents des archives départementales. Vous voyez, regardez ce qui est dit. Alors, je ne sais pas si c'est suffisamment grand. Bon, si, ça se voit quand même. La dernière ligne. Les étrangers de nationalité espagnole représentent environ les 5/6 de l'effectif. Donc là, on est au milieu des années 20. Et vraiment, on a, excusez-moi, dans notre département, une présence espagnole forte. Et c'est la première nationalité. Les Italiens, alors regardez, il y a ce livre, si ce sujet vous intéresse, 150 ans d'émigration en France et ailleurs, avec quand même un gros focus sur les départements du Sud et du Sud-Ouest, il y a des études, je dirais, globales, synthétiques, et puis après, il y a des articles un peu plus précis sur un certain nombre de départements, et donc en particulier le Gers, la Haute-Garonne aussi. Et on voit à quel point, évidemment, la présence italienne s'est vraiment renforcée dans ces années 1920. Un mot ensuite peut-être sur mais je crois que j'ai un tableau qui le montrera après, sur les étrangers de manière générale. Là, vous avez les Italiens à Castelsarrasin, avec un article de l'Express du Midi. Il y a un point important là, dans cet article, parce que c'est quelque chose qui, là aussi, se vérifie aujourd'hui. Regardez la première phrase. C'est par cooptation que s'est constituée la colonie italienne de Castelsarrasin. C'est un phénomène migratoire très classique, c'est-à-dire que vous avez parti d'un village italien, une famille, 2 familles, 3 familles qui se sont installées dans une commune ou un village français. Et après, vous avez une espèce de réseau migratoire qui se crée avec ceux qui sont déjà partis, qui se sont installés, qui, en fait, vont aider à l'accueil des nouvelles populations. Et donc on le retrouve là très bien avec les Italiens, c'est vrai aussi bien sûr pour les Polonais, et c'est quelque chose qui est vrai aussi aujourd'hui. Bien ici quelques photographies, donc là on est dans le Gers, donc ça c'est issu du musée de l'histoire de l'immigration, on voit que c'est une immigration familiale. Quelques éléments sur cette première loi pour assurer la protection du marché du travail national. Et donc là, vous voyez, c'est très clair. L'article 64, notamment, il est interdit à toute personne d'employer un étranger non muni de la carte d'identité d'étranger délivrée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et portant la mention de travailleur. Et regardez le 64A, c'est ce que je vous signalais tout à l'heure, il est interdit d'occuper dans une autre profession le travailleur étranger auquel la carte d'identité prévue à l'article 64 aura été délivrée en vue de son emploi dans une profession déterminée. Donc, ce fléchage à l'entrée, quelque part sur le territoire, vers tel ou tel type d'emploi. La loi sur la nationalité de 1927. Alors, moment important, je vous rappelle que la dernière loi sur la nationalité, elle datait de 1889, et là, il va y avoir quand même des changements assez considérables. Alors, d'abord, pourquoi une loi sur la nationalité en 1927 ? En fait, dès 1913, vous aviez des députés français, plutôt à gauche, qui considéraient qu'il fallait réformer la loi de 1889. Bon, il y a eu la guerre 14-18. Après, il y a eu une chambre, vous savez, bleu horizon, plutôt droite, conservatrice, qui s'est occupée d'autres dossiers. Et puis en 1924, vous avez le cartel des gauches qui est arrivé au pouvoir,
avec pas mal de radicaux qui étaient aussi en parallèle membres de la Ligue des droits de l'homme et qui ont relancé cette idée donc de nouveau code de la nationalité. Et bon, l'idée a petit à petit s'est diffusée et on arrive à 1927 au vote de la loi. Alors, évidemment, si j'ai le temps, je vous lirai un petit extrait. Tout le monde n'est pas favorable à la loi. Je vous lirai peut-être un petit extrait de quelqu'un qui est de l'Action française. Vous imaginez qu'il n'était pas tellement favorable. Mais en tout cas, pourquoi une majorité des députés veulent cette loi sur la nationalité? L'un des arguments qui revient très souvent, c'est de dire, bon, on a eu besoin d'étrangers qui sont arrivés dans les années 20, alors soit des réfugiés, comme les Polonais ou les Arméniens, soit, entre guillemets, des migrants économiques, comme les Italiens ou les Espagnols, même si pour les Italiens, on est sur un type de migration mixte. L'historien Éric Vial disait que ce sont des migrations économico-politiques. Bon, donc, ils travaillent, ils ont permis de reconstruire la France, ils permettent d'alimenter la France, mais ça n'en fait pas des soldats. Pour qu'on ait des soldats, il faut qu'ils soient français. Et je vous rappelle que la population de la France, si on prend en proportion étrangers français dans ces années-là, on est à peu près donc à 1,5 million d'étrangers en 1921 sur 39 millions d'habitants. 5 ans après, au recensement suivant, il y a 2,4 millions d'étrangers sur 40 millions d'habitants. Et, 1926. 1926, donc 2,4 millions d'étrangers sur 40 millions d'habitants. Et en 1931, 2,7 millions d'étrangers sur 41 millions d'habitants. Donc on voit qu'il y a eu entre 21 et 26 une forte augmentation de la population étrangère, mais par contre, la population française n'a pas beaucoup augmenté. Et ensuite, bon, la population française continue de ne pas augmenter beaucoup, mais par contre, la population étrangère, déjà entre 26 et 31, l'augmentation a ralenti. Et là, évidemment, c'est lié bien sûr à la crise de 29, mais c'est lié aussi au fait qu'un certain nombre d'étrangers sont devenus français, plus facilement avec cette loi de 1927. Pour vous donner un chiffre, avant 27, le nombre de naturalisations par an, il oscille entre 5 et 15 000, entre 1920 et 1927. Après 1927, alors jusqu'en 35-36, après ça se complique, mais on est à 30 000. C'est-à-dire que c'est multiplié par 2. Et alors cette loi, elle précise, elle amplifie la question du droit du sol. Ensuite, il y a quelque chose qui a changé aussi beaucoup de choses, c'est que les parents qui se font naturaliser français, à partir de cette loi de 1927, eh bien, leurs enfants, automatiquement, obtiennent la nationalité. Autre chose, autre changement important, ça je vous l'avais signalé aussi précédemment, une femme française qui se marie à un étranger ne perd plus, avec la loi de 1927, sa nationalité française. C'était le cas avec la loi de 1889. Et enfin, très important, pour quelqu'un qui rentre en France, qui est étranger, donc quand il rentre en France, à partir de 1889, il y avait une durée de stage en France pour pouvoir obtenir la naturalisation qui durait 10 ans. Et là, avec la loi de 27, c'est limité à 3, et puis même, vers la fin des années 20, ça ne sera plus que 2. Donc évidemment, ça fluidifie très largement l'obtention de la nationalité française. Juste, il me reste... Ah ben non, alors on finira peut-être sur ça. Juste vous signaler quand même, du côté de l'Action française, parce que c'est intéressant pour les expressions qui sont utilisées, qui vont avoir une certaine postérité. Donc, il s'appelle Marie Deroux. Voilà sa position sur cette loi sur la nationalité. Il est utile d'éclairer l'opinion sur une tendance inquiétante à compter sur des Français d'alluvion. Des Français d'alluvion. Pour combler le déficit de notre natalité accru par les hécatombes de la guerre. Plusieurs des spécialistes qui s'attachent à dénoncer et à combattre la dépopulation en arrivent à dire, puisque nous manquons de Français,
faisons-en avec les étrangers qui viennent s'installer chez nous. Le problème est double. Il y a d'abord des éléments indésirables et des gens qui, fussent-ils sincères dans leur désir de s'agréger à notre nationalité, ne nous apporteraient que des tares physiques ou mentales. Nous n'avons nul besoin des ophtalmies et des névroses de certains ghettos d'Orient. Prenons garde à l'inflation de la nationalité et ne fabriquons pas des Français papier. Ce n'est pas à dire qu'il faille inconsidérément repousser les arrivants qui trouvent la France la plus douce des patries, en les maintenant malgré eux dans la condition légale d'étrangers. Rien ne serait plus dangereux que de laisser se former dans les centres d'immigration des colonies étrangères organisées dont les membres continueraient à relever par leur statut personnel de leurs États originaires. Mais si l'on accordait les droits de citoyens français à tous ces colons, on n'aurait fait que doubler le péril. Bien, je vous remercie de votre attention. Excusez-moi, j'ai dépassé un petit peu. Merci. Vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.